Une nouvelle ruée vers le pétrole africain. À l'avenir, on s'attend à ce que 25% des importations américaines de pétrole proviennent du continent noir. Bonsoir et bienvenue à Grand Reportage. Au cours du prochain quart de siècle, la consommation de pétrole chez les Américains va augmenter de 50%. Or, dans 10 ans à peine, les États-Unis auront épuisé leurs propres sources de pétrole. Pour satisfaire leurs besoins, les Américains vont devoir se tourner vers les importations. C'est ce qui explique que depuis des années, la politique étrangère des États-Unis a été motivée par un objectif, s'assurer des sources d'approvisionnement. Après le Moyen-Orient et l'Asie centrale, c'est maintenant le pétrole de l'Afrique qui intéresse Washington. Une équipe de télévision allemande s'est rendue sur place pour constater ce qui se passe. Le dernier quart de travail est terminé. Les pompes et les treuils de forage se sont tus à jamais, quelque part au Texas. Les experts ne s'entendent pas sur le moment où cet événement se produira, mais il n'en reste pas moins que le compte à rebours marquant la fin de l'ère du pétrole est bel et bien commencé. L'Europe ainsi qu'à peu près toutes les zones pétrolifères du monde ont été forées sans qu'aucun nouveau gisement d'importance ne soit découvert. Aux États-Unis, il reste environ 8 ans d'exploitation pétrolière. Au cours des 20 prochaines années, la production pétrolière aura plafonné. Je ne serais pas surpris que l'on voie les États-Unis, qui restent la seule superpuissance au monde, venir à la rescousse de l'économie mondiale pour créer la stabilité propre à favoriser la libre circulation de ces ressources. Les États-Unis n'arriveraient jamais à survivre sans pétrole dans des endroits isolés comme l'Afghanistan et l'Irak, parce que toutes les armes de l'arsenal américain et tous les avions ainsi que presque tous les bateaux carburent au pétrole. Pour la superpuissance américaine, l'accès planétaire aux réserves déclinantes de pétrole est une question de sécurité nationale. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, alors qu'elle est talonnée de près dans cette course au pétrole par un compétiteur de taille, la Chine. La substance la plus recherchée du monde, l'or noir. En 2004, le prix du pétrole brut atteint de nouveaux sommets à la Bourse des marchandises de New York. Un événement qui fait la une des médias autour du monde. Sind weiter auf dem Vormarsch. In den USA wurde ein Barrel Rohöl erstmals über der Marke von $50 gehandelt. Wieder da die jetzt psychologisch wichtige Marke von $50. US crude is trading above $50 a barrel. Le cours du pétrole a franchi un nouveau sommet aujourd'hui, $50,5 le baril à New York. George W. Bush, en pleine campagne électorale, promet d'agir. And it's driving the price like it did in the past. And the President of the United States must jawbone OPEC members to lower the price. Dans la métropole du pétrole, Houston, patrie de la famille Bush, l'humeur n'est pas à la protestation. Les conseils de direction de l'industrie pétrolière sont en effervescence car des prix records signifient des profits records. En 2004, les compagnies pétrolières Exxon, BP, Shell et Total ont engrangé des bénéfices de 64 milliards de dollars américains. Et l'avenir pour l'industrie du pétrole se présente plutôt bien selon Gene Van Dyke. Ce géologue pétrolier indépendant travaille dans ce secteur depuis 50 ans, un secteur qui lui aura donné beaucoup de plaisir et rapporté plusieurs millions de dollars.
L'ère du pétrole bon marché est révolue. Pour toujours. C'est la première fois que la demande pour le pétrole excède l'offre. Et la demande augmente beaucoup plus rapidement que la découverte de nouveaux gisements. Le prix du pétrole ne redescendra pas. Le monde devra s'y adapter. Ici, chez Herald, nous disons que si vous ne faites pas des profits records, compte tenu du prix qui a cours présentement, vous devriez changer de secteur. À plus de 50 $ le baril et le prix relativement élevé du gaz naturel, vous devriez jouir de rentrées de fonds assez substantielles. Nous assistons en fait à un niveau de rentabilité sans précédent. Le grand défi des compagnies pétrolières et gazières actuellement est de savoir comment dépenser de telles sommes d'argent. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais le problème avec ces grosses compagnies, c'est qu'elles ont plus de rentrées de fonds que d'endroits où forer. Au large de la côte texane, à quelques kilomètres seulement de Houston, dans le golfe du Mexique, se trouve un des endroits que certains qualifient des plus prometteurs. Gene Van Dyke croit que le forage pétrolier en mer représente le seul secteur d'avenir dans la recherche de nouveaux gisements importants de pétrole. Nous sommes environ 20 à 25 kilomètres au large de la ville de Galveston, au Texas. C'est ici que le forage pétrolier en mer a vraiment commencé, tout au long de la côte louisianaise et texane. Nous sommes à environ 30 mètres au-dessus de la mer et depuis les dernières 15 années, l'industrie du pétrole a foré de plus en plus profond dans la mer. Les puits peuvent atteindre 3000 mètres, tout simplement parce que tous les gisements de pétrole plus en surface ont été épuisés. La quantité de pétrole en provenance du golfe du Mexique répond à une fraction seulement de la demande. Actuellement, plus de la moitié du pétrole consommé par les États-Unis vient d'ailleurs. Nous devons importer des quantités croissantes de pétrole parce que la production domestique diminue alors que la consommation augmente. D'où la situation que nous voyons en Irak, où l'on assiste à la fusion de la politique étrangère et de la politique énergétique américaine. On ne sait plus où l'une commence et où l'autre s'arrête. Les États-Unis sont dans le golfe Persique parce que nous ne pouvons pas nous passer de pétrole. Nous voyons ce que sera la politique étrangère des États-Unis. Une politique militariste pour les 20 prochaines années. Scène de la vie quotidienne à Houston. Le prix à la pompe a augmenté jusqu'à atteindre la moitié de ce que paient les Européens et les automobilistes s'indignent. Mais personne ne se reste passé de sa voiture. Partout, les États-Unis sont les premiers, y compris pour la consommation énergétique per capita. À l'heure actuelle, il y a plus de 200 millions de véhicules aux États-Unis. Même si le président Bush décidait un bon matin de changer radicalement la façon des Américains de concevoir le transport en imposant des voitures hybrides ou des autos plus écologiques, par exemple, cette politique n'aurait que peu d'impact jusqu'à ce que le parc automobile existant soit remplacé. Cette opération se chiffrerait à plusieurs trillions de dollars et prendrait plusieurs décennies. Jusqu'ici, il n'y a aucun changement radical en vue. L'importation arrive à satisfaire la demande croissante en pétrole. Il pourrait s'écouler 10, 15 ou peut-être 25 ans avant qu'on soit placé devant les faits. Mais un changement de cette envergure, c'est-à-dire l'affranchissement de l'Occident à l'égard du pétrole comme ressource énergétique pour le transport et pour l'industrie, est une tâche colossale. Et non, je ne vois personne à l'horizon qui aurait les qualités requises pour relever ce défi tant intellectuel qu'économique. Auteur de plusieurs ouvrages sur la question, Daniel Yergin est un spécialiste de l'or noir. Le pétrole, croit-il, est un élément inhérent au pouvoir national et sa possession est la source de conflits et de guerres.
La solution est de diversifier nos sources d'approvisionnement lorsqu'il y aura des crises, parce qu'il y en aura. Nous avons vu comment ces dernières années les problèmes du Nigeria, de la Russie et du Venezuela ont affecté le marché mondial du pétrole. Et la solution, la seule que nous ayons trouvée pour répondre à l'instabilité politique, que vous soyez une société ou une communauté, est de diversifier vos ressources. Évitez de trop dépendre d'une partie du monde. Nous devons reconnaître que l'ensemble des ressources primaires du monde ne se trouvent pas aux États-Unis, ni même en Amérique du Nord. Reconnaître aussi que plusieurs de ces pays sur lesquels nous comptons pour satisfaire nos besoins énergétiques sont situés dans des régions politiquement, économiquement et socialement instables, que l'on pense à l'Afrique ou au Moyen-Orient. 60% des réserves pétrolières mondiales sont au Moyen-Orient. La seconde plus grande source d'approvisionnement est en Irak. L'un des principaux objectifs de la dernière guerre du Golfe était les puits de pétrole irakiens. Mais la stratégie pour avoir accès à ces puits n'a pas fonctionné. Le plus ironique à propos de la décision de George W. Bush d'envahir l'Irak est que malgré tous les morts, les États-Unis n'ont pas augmenté leur contrôle sur ce pétrole. La seule chose qui a augmenté, c'est leur présence militaire dans le Golfe Persique. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont d'autre choix que de rester là-bas pour Dieu sait combien de temps encore. Même si la guerre en Irak est finie, il ne se passe pas une semaine sans que les installations de forage et les pipelines ne soient l'objet d'attentats. Les soldats américains n'arrivent pas à les prévenir. Une situation qui n'est pas sans conséquences. J'ai mis la main sur des chiffres du Pentagone qui montrent que les 140 000 soldats en Irak consomment environ 1,9 million de gallons d'essence par jour. Ces gallons doivent être acheminés des États-Unis vers l'Irak. D'un point de vue stratégique, l'armée américaine est dans une situation terrible. La guerre du Golfe, en plus d'augmenter la consommation pétrolière des Américains, a rendu le marché du pétrole plus nerveux et le prix du baril plus instable que jamais. Houston carbure entièrement au pétrole. Sans pétrole, les raffineries en périphérie de la ville, le deuxième centre pétrochimique du monde, n'auraient d'autre choix que de fermer. Nulle part ailleurs, les politiques à long terme de Washington pour s'approvisionner en pétrole importé ne retiennent autant l'attention. Nous devons parler du vice-président Dick Cheney parce que dans ce domaine, il est au sein du gouvernement le grand stratège des politiques énergétiques. Il comprend très bien que la dépendance croissante des États-Unis à l'égard du pétrole importé rend les États-Unis plus vulnérables, à la fois au terrorisme et au risque de se retrouver au cœur de conflits locaux. Donc, les États-Unis auront besoin d'une plus grande, plus puissante projection de puissance afin d'intervenir dans les pays en voie de développement. Et ceci constitue le fer de lance de la politique militaire du tandem Bush-Cheney depuis le tout début. Avant de devenir vice-président, Dick Cheney dirigeait la firme Halliburton, le plus grand fournisseur au monde de services pour les sociétés pétrolières et pour les forces armées. Lorsqu'il est entré en fonction, il a présenté au président Bush un rapport qui trace les grandes lignes de la politique énergétique américaine pour des décennies à venir. Le rapport prévoit une augmentation de 50% de la consommation américaine de pétrole pour les 25 prochaines années. Ce sont des besoins énergétiques très difficiles à satisfaire. Cela signifie une augmentation substantielle des importations de pétrole en provenance de l'étranger. L'approvisionnement en pétrole importé est l'une des préoccupations majeures du rapport énergétique Bush-Cheney. En fait, 35 des 105 recommandations, soit un tiers des recommandations, portent spécifiquement sur la façon d'accroître l'approvisionnement des États-Unis en pétrole importé. Le rapport recommande au président de faire de la sécurité énergétique la priorité de la politique commerciale et étrangère des États-Unis.
La seule stratégie énergétique de l'administration Bush est d'envahir les pays producteurs de pétrole, de militariser les régions productrices et les passages obligés. On retrouve cette tendance dans toutes les décisions politiques de Bush jusqu'ici. Cette politique a été appliquée dans le détroit d'Ormuz, dans le détroit de Malacca, dans le canal de Panama, dans le canal de Suez. Les États-Unis ne cherchent plus qu'à militariser les passages obligés du pétrole et les pays producteurs qui sont amicaux envers les États-Unis. Je pense que cette tendance va se poursuivre. Le rapport cible une nouvelle région pétrolière. Comme l'Amérique du Sud, l'Afrique occidentale représente une source croissante de pétrole et de gaz pour le marché américain, y dit-on. Je pense que les gens devraient lire ce rapport, mais malheureusement, il n'y en a pas assez qui l'ont lu jusqu'au bout. Si vous le lisiez, vous constateriez qu'il esquisse, en fait, toutes les grandes lignes de la politique étrangère américaine. Le rapport indique que le président, le vice-président, le secrétaire d'État de l'énergie et du commerce doivent veiller à resserrer les liens diplomatiques avec les pays producteurs de pétrole, qu'ils doivent travailler avec les gouvernements étrangers pour favoriser les investissements et l'implantation de compagnies américaines utilisant de nouvelles technologies afin d'augmenter la production de pétrole. Déjà, l'ex-secrétaire d'État Colin Powell a fait plusieurs voyages en Afrique, par exemple, pour rencontrer les chefs d'État des pays producteurs de pétrole, pour les persuader d'augmenter leur production de pétrole, de travailler plus étroitement avec les États-Unis. Le président fait lui aussi des efforts en ce sens. Il est très clair que le rapport Cheney a servi de base pour établir la politique étrangère américaine. Le rapport aide aussi à choisir les destinations de voyage du président. George W. Bush se rend en Afrique, un territoire longtemps négligé. Le programme prévoit une session de photos avec les orphelins du sida en Ouganda, une occasion pour le visiteur de déclarer que sa grande préoccupation est d'aider l'Afrique dans sa lutte contre la maladie et la pauvreté. La visite présidentielle n'a rien à voir avec le pétrole. C'est ridicule, un autre complot bidon, dira le président Bush aux journalistes qui l'interrogeaient avant son départ. Condoleezza Rice ajoutera même It is the motherland, source of cultural pride for a substantial part of America's population, and the president cares about that. The United States believes in the great potential of Africa. Et la région qui a le meilleur potentiel est sans contredit le delta du Niger, dans le sud du Nigeria. Le Nigeria est au 5e rang des pays exportateurs de pétrole vers les États-Unis. Il était hors de question que le président Bush n'y fasse pas un saut pendant son voyage en Afrique. D'ailleurs, George W. Bush se dit très chanceux de compter parmi ses amis le président du Nigeria. Aujourd'hui, l'Afrique occidentale fournit de 13 à 14% du pétrole importé aux États-Unis et grâce à la découverte de nouveaux gisements et à l'augmentation de la production, cette région pourra fournir 2 à 3 millions de barils par jour supplémentaires. D'ici 5 ans, ces importations excéderont 20% et pourraient atteindre jusqu'à 25%. L'Afrique occidentale est devenue une région très importante et très dynamique. Tout le monde, que ce soit les Américains, les Européens, les Japonais et même les Chinois, y sont établis. Tous veulent profiter de la croissance de cette industrie. Les experts à Washington sont convaincus que l'Afrique occidentale aura un rôle majeur à jouer dans les efforts que font les États-Unis pour ne plus dépendre exclusivement du pétrole du Moyen-Orient. Le golfe de Guinée, situé entre les États-Unis et la côte occidentale de l'Afrique, est un paradis tropical. L'île souveraine de Sao Tomé est le second plus petit pays de l'Afrique. L'île est largement oubliée par le reste du monde depuis son accession à l'indépendance du Portugal il y a 30 ans.
Les plantations de l'intérieur rappellent les jours où Sao Tomé était le plus grand producteur de cacao au monde. Aujourd'hui, la culture du cacao rapporte nettement moins d'argent. Par contre, une nouvelle source de revenus vient de faire son apparition. Sao Tomé est un micro-pays. La population est de 140 000 personnes. Ce pays a toujours été pauvre. Soudain, on découvre qu'il y a une réserve de pétrole de 4 à 10 milliards de barils. Ils en sont toujours à mettre sur pied des concessions pour prospecter ces réserves. L'île deviendra de toute évidence immensément riche dans les 5 ou 10 prochaines années et une nouvelle source de ravitaillement au pétrole. Quant à l'ordre de grandeur, 300 ou 500 000 barils par jour, ça reste à voir. La bonne nouvelle s'est vite propagée. Du jour au lendemain, cette petite île est devenue le centre de l'attention internationale. Les grands hôtels font des affaires d'or et hébergent entre autres celui qui était à l'époque l'expert des affaires africaines de l'administration Bush. Nous avons essayé d'éveiller l'intérêt et de démontrer le rôle prépondérant que jouera ce continent dans l'avenir de l'Europe, de l'Amérique et du monde entier. If you say important role, has it come into focus mainly because of oil? Disons que le pétrole a aidé. Mais il y a une foule d'autres questions qui retiennent l'attention des décideurs. Que l'on pense au virus du sida, à l'augmentation des échanges commerciaux, à l'augmentation du mouvement des investissements en Afrique. Ce sont toutes des questions importantes, tout comme la protection de cet écosystème unique qu'est l'Afrique. Mais il n'en reste pas moins que le pétrole joue un rôle dans le regain d'intérêt que nous portons à l'Afrique. Ces jours-ci, dans la petite république du Golfe de Guinée, il n'y a qu'un sujet de conversation. Tout le monde à Sao Tomé ne parle que du pétrole. Bon, l'expérience a montré, lorsqu'on regarde tous les pays africains qui ont déjà eu le pétrole, ça n'a jamais été, la gestion n'a jamais été tout à fait comme les gens l'espèrent. Donc, vu cette expérience, je pense que ça ne va pas être ce que les gens attendent. Nous sommes à 1h30 de vol sur la côte occidentale du continent, à Douala, le centre d'affaires du Cameroun. Et même de la piscine de l'hôtel, vous pouvez constater que l'endroit est en proie à la fièvre du pétrole. L'hôtel affiche complet, le hall d'entrée est bondé. 2 conférences auront lieu ici aujourd'hui et toutes 2 sont données par des sociétés pétrolières américaines. Toute la côte occidentale de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale jusqu'à l'Angola est devenue un Eldorado du pétrole. Des gens accourent de partout, des États-Unis jusqu'à la Chine. Et pour une fois, les Africains jouissent de l'attention du monde. À l'aube, les femmes viennent en ville pour vendre du bois. Dans la plupart des cas, cet argent sera la seule source de revenus de la famille. Pour les touristes étrangers, c'est une vision idyllique, mais pour ces femmes, c'est une dure journée de labeur qui commence. 75% des 9 millions de personnes qui vivent au Tchad, en Afrique centrale, gagnent moins de 90 cents par jour. De la côte ouest de l'Afrique jusqu'au cœur du continent, à N'Djamena, la capitale de la République du Tchad, s'étend l'un des pays les plus pauvres au monde, qui porte les cicatrices de plus de 30 ans de guerre civile. On espère ici que la manne des pétrodollars sortira le pays de la misère.
Les vendeurs ambulants font toujours de bonnes affaires en vendant des bouteilles de pétrole passées en douce du Nigeria. Mais l'objectif est de remplacer ce pétrole étranger par du combustible bon marché, raffiné au pays. Tous les espoirs reposent sur la région sud du pays, à Doba, près de la frontière camerounaise. On aperçoit au loin la flamme des torches, le symbole des temps nouveaux. Depuis 2 ans, le pétrole qu'on extrait ici est acheminé vers la côte camerounaise via un pipeline souterrain qui fait plus de 1000 km de long. La mise en exploitation des champs pétrolifères constitue le plus grand investissement jusqu'ici, au sud du Sahara. Un projet de 3 milliards de dollars, financé par la Banque mondiale et par les sociétés pétrolières majeures comme Exxon et Chevron. Une filiale de la société Esso s'occupe de la mise en place du projet. Et la phase d'exploration n'est pas encore terminée. La recherche de nouveaux champs pétrolifères se poursuit dans les régions avoisinantes, incluant certaines des régions plus densément peuplées, où les fermiers ont des plantations et cultivent les champs. Pour gagner leur confiance et leur appui, des équipes d'experts américains rencontrent les fermiers. Leur cible aujourd'hui est un village dans la brousse, constitué de huttes de part et d'autre du chemin de terre. Les habitants ignorent tout de ces projets. Quelques minutes après que le dernier des véhicules se soit immobilisé, l'équipe d'Esso se met au travail et sollicite l'aide de l'aîné du village pour rassembler les gens les plus importants, et seulement ceux-ci. Puis les experts entrent en scène. On s'affaire aux derniers préparatifs qui sont suivis avec curiosité par l'assistance. The reason the project is here is that Esso wants to look deep into the earth to see if there is more petroleum in the earth below. La raison de ceci est Esso de passer pétrole dans le Sine c'est Godor. And to do that, they have brought big machines that will move through the vegetation and take a picture of the earth below, of the rocks way down in the earth. And then they will know if there is sufficient oil to maybe in the future develop a project. Maybe there is no oil, maybe there is, but that is what we are here to find out. Interrogé après la rencontre, personne ne semblait avoir d'objection, bien au contraire. Si le pétrole, ça existe au Tchad, tout le monde sera bien développé. Oui. Ça vous plaît s'il vient ici? Oui, ça va nous plaire. Ça nous plaît beaucoup. Quand la recherche du pétrole arrive, s'il trouve quelque chose, ça nous convient. Tous les enfants du Tchad, nous serons riches. Ah oui. Vous êtes d'accord si on vient ici pour chercher du pétrole? Si vous venez pour chercher le pétrole, c'est le bien que le pétrole nous arrive. Le pétrole va nous amener du bien pour le Tchad et pour les autres pays ici. Un camp de géologues est établi à quelques kilomètres du village. Ils ont délimité une nouvelle parcelle du sol. Ils utilisent un équipement ultramoderne qui sonde chaque parcelle de terre, mètre carré par mètre carré. Après, nous irons à la section 103.
Et nous ferons 102, 104 et 106. Et ensuite, nous allons traverser la rivière. Actuellement, ce n'est pas possible à cause de la température. Oui, la région est très prometteuse. Il reste beaucoup de zones à explorer dans cette région. Nous sommes dans une zone où l'on avait effectué des travaux l'an dernier. Ce que nous faisons maintenant, c'est de prendre des images plus détaillées du sous-sol. Les données sont envoyées via satellite directement au laboratoire d'analyse aux États-Unis, à Houston, la métropole du pétrole. Ici, les données seront évaluées par les experts. Mais même ceux-ci ne peuvent être certains à 100% que ce qu'ils voient à l'écran représente bien une nappe de pétrole. Si nous trouvons effectivement des hydrocarbures, nous les trouverons dans cette zone apicale. C'est dans une structure semblable qu'il y a le plus de chances de trouver des hydrocarbures. Gene Van Dyke estime qu'il y a environ 50% de chances de trouver du pétrole au large de la côte africaine. La seule région qui mérite d'être explorée est, selon lui, la côte occidentale de l'Afrique. Il est actuellement représenté dans 7 pays et ses efforts portent sur la prospection pétrolière du golfe de Guinée. Des activités soutenues par Washington. Le gouvernement américain reconnaît de plus en plus la valeur de la production pétrolière de cette région. Effectivement, nous bénéficions de leur aide. Nous travaillons en collaboration étroite avec eux. J'ai un lobbyiste à Washington qui s'occupe des liens avec le gouvernement. Les fonds nécessaires pour la mise en exploitation d'un champ pétrolifère est d'environ 3 milliards de dollars américains, selon Gene Van Dyke. Pour faire sa dernière prospection, il s'est associé avec les compétiteurs les plus féroces de Washington, des financiers chinois. Pour Gene Van Dyke, investir du capital dans une région relativement instable au plan politique comme l'Afrique n'est pas une aventure si risquée. Il y a une différence entre être sur la côte, sur une plateforme continentale ou en pleine mer. Et si vous êtes en eau profonde, vous êtes assez loin pour que les problèmes politiques ne vous touchent pas. Vous êtes hors de vue, vous ne dépendez pas de la côte parce que vos plateformes en eau profonde vous permettent d'être complètement indépendants de ce qui se passe sur la terre ferme. Si jamais il y a un coup d'État, un changement de gouvernement, le nouveau gouvernement voudra sa part des profits qui proviennent du pétrole. Des pays comme l'Angola, par exemple, ils ont eu une guerre civile qui a duré presque 25 ans, et cette guerre n'a jamais affecté les forages en mer qui augmentaient tout le temps. Voici Cabinda, l'enclave pétrolière de l'Angola dans le golfe de Guinée. Jusqu'à tout récemment, elle était une source pour combler les besoins des Américains en pétrole, mais depuis le début de 2005, les Chinois ne cessent de gagner du terrain ici aussi. Le gouvernement angolais a signé un contrat garantissant des livraisons de pétrole à Pékin et leur accordant de nouvelles concessions pour de futures opérations de forage dans la région. La course pour le pétrole s'intensifie. Le US Naval War College de Newport. Un de ses professeurs fait partie des stratèges militaires les plus en vue et le Pentagone a fait appel récemment à ses services pour faire la restructuration des forces armées américaines. Il considère que la région qui s'étend de l'Asie, en passant par le Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique, constitue une zone de risque dont la dangerosité doit être maîtrisée. C'est la thèse qu'il soutient dans son dernier ouvrage, The Pentagon's New Map. Va-t-il y avoir plus de guerres? Pas forcément. Je pense que c'est le rôle des États-Unis d'amener l'Europe, la Russie, l'Asie qui se développent à partager la réalité à laquelle les États-Unis sont confrontés depuis 15 ans.
Nous avons dû intervenir 10 à 12 occasions par année durant les 15 dernières années, ce qui fait un total de 115 interventions. Nous voulons que les interventions militaires ne soient plus entièrement américaines. Les Européens pourraient se charger de faire le maintien de la paix, par exemple, et les Japonais pourraient payer la note. Une forme de coopération qui a déjà été mise à l'essai dans la Corne de l'Afrique. Ici, les Américains ont demandé l'aide de la marine allemande, officiellement dans le cadre de la lutte au terrorisme. Mais les critiques disent que cette lutte est souvent indissociable de la protection des intérêts pétroliers américains. La lutte au terrorisme devient le prétexte pour établir un vaste service de protection du pétrole. De plus en plus, l'armée est dépêchée à l'étranger pour protéger les champs pétrolifères, les raffineries, les oléoducs, les installations de chargement et les couloirs pétroliers. Je dois dire qu'au cours de l'histoire, les États-Unis ont toujours été militairement très présents dans le Golfe Persique et toujours pour le pétrole, et que cette situation ne date pas d'hier. Mais ce que je démontre dans mon livre, c'est que ce principe s'applique maintenant à toutes les régions du monde où les États-Unis ont l'espoir de trouver du pétrole, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la mer Caspienne. Pour éviter d'avoir à maintenir l'ordre dans un endroit aussi vaste que le continent africain, je pense que nous devons d'abord nous efforcer de régler les pires situations en faisant preuve de souplesse et en ayant ce que l'on appelle le pied léger, c'est-à-dire envoyer le minimum de troupes pour régler le problème et se retirer aussitôt que c'est fait. Avec le temps, il sera possible de mettre sur pied un programme de collaboration militaire à long terme qui permettra à l'OTAN et aux forces armées américaines d'intervenir et de créer des gouvernances militaires stables qui satisferont aux exigences civiles en étant de bons gouvernements. Et c'est effectivement ce qui se produit. Le drapeau américain flotte partout. Ici, en Afrique occidentale, on voit des soldats américains en manœuvre avec des troupes africaines. Cette situation est facilitée par les traités de coopération militaire. Selon l'interprétation officielle du Pentagone, ce sont des services d'entraînement offerts aux soldats africains, une façon d'exporter la démocratie dans le continent noir. Que ces manœuvres aient justement lieu en Afrique occidentale n'est que pure coïncidence. Le pétrole est très certainement la principale raison de l'intérêt que manifestent actuellement les États-Unis pour l'Afrique. Le département de la Défense soutient que l'Afrique a acquis une importance stratégique, surtout à cause de ses gisements de pétrole. Mais l'Afrique abrite aussi des organisations terroristes. C'est donc une combinaison de terrorisme et de pétrole qui a attiré les États-Unis en Afrique. Vous remarquerez que c'est une combinaison que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits. En Colombie, en Géorgie, par exemple, le terrorisme et le pétrole ont tendance à s'associer dans plusieurs endroits du monde. Jusqu'ici, à Sao Tomé, il n'y a que le pétrole. La présence américaine se réduit à une gigantesque station émettrice de radio pour les émissions de Voice of America. Les insulaires ont remarqué qu'il y avait de plus en plus de soldats sur l'île. Certains soupçonnent le département de la Défense à Washington d'avoir l'intention d'établir une base navale à Sao Tomé. Ce ne sont que des rumeurs, dira un membre du département d'État au cours d'une visite officielle dans l'île. Ce n'était pas le cas. Même si cette hypothèse pour expliquer notre présence sur l'île a fait couler beaucoup d'encre. Non, il n'en a jamais été question. Il y avait bien un programme de patrouille maritime et de garde côtière en Afrique occidentale que nous voulions mettre sur pied en collaboration avec le Pentagone. Et plusieurs régions de la côte occidentale, dont entre autres Sao Tomé, faisaient partie de ces plans. The Pentagon, and that would include some of the West Coast maritime areas, including. Nous avons effectivement pensé à établir là-bas un programme de garde côtière, mais au plan militaire, c'est tout ce que nous avions envisagé. But I know General Carlton Fulford was there at the same time. I think it wasn't just for a holiday trip.
Je ne crois pas que le général Fulford y était. Il a visité l'île en partie parce que l'établissement d'une garde côtière nécessitait l'aide du Pentagone. Nous, au département d'État, nous voulions l'assentiment du responsable du commandement militaire américain en Europe. Prenons le golfe Persique. Tout a commencé avec l'envoi par les États-Unis de conseillers, d'instructeurs et autres spécialistes militaires ainsi que par l'envoi d'armes. Puis, avec le temps, des bases militaires ont été établies et des troupes ont été déployées de façon permanente dans la région. On a suivi cette même évolution au Moyen-Orient. Et on est en train de faire la même chose dans la mer Caspienne. D'abord, les conseillers militaires et l'approvisionnement en armes. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'établir des bases militaires permanentes dans cette région du monde. Nous avons également des troupes en Géorgie. Les choses n'en sont pas encore là en Afrique, mais on remarque une présence militaire croissante dans cette région qui devient de plus en plus importante comme source d'approvisionnement du pétrole. Les conseillers militaires sont déjà sur place. Il n'y a pas encore de base, mais le département de la Défense est en recherche active pour trouver les meilleures locations en Afrique. Les États-Unis sont sur un pied d'alerte depuis qu'une étude interne soutient que leur grande rivale, la Chine, tente de consolider sa position stratégique dans la course aux ressources énergétiques. Selon l'étude en question, Pékin s'affaire à construire de nouvelles bases navales et pistes d'atterrissage pour assurer le transport de pétrole en provenance du golfe Persique. Il est probable que la plus grande augmentation de consommation viendra d'Asie. Déjà depuis l'an 2000, 40% de l'augmentation totale de la demande en pétrole vient d'un pays, un seul, la Chine. Je crains que la compétition féroce dans laquelle les États-Unis et la Chine sont engagés ne débouche sur un affrontement dans la région de la mer Caspienne où les deux pays cherchent à mettre la main sur du pétrole. Je ne dis pas que ce serait une décision réfléchie de leur part. Je ne dis pas qu'ils cherchent la guerre. Mais chacun tente de se faire des alliés dans la région, à y envoyer des conseillers militaires, des armes, à créer de nouveaux liens avec les puissances locales. Cela rappelle beaucoup la période avant la Première Guerre mondiale dans les Balkans, alors que les superpuissances de l'époque cherchaient à satisfaire leurs intérêts dans une région particulièrement explosive. Une compétition que l'on retrouve aussi en Afrique, le nouvel Eldorado des hydrocarbures sur lequel misent les États-Unis pour assurer son approvisionnement. À l'avenir, on s'attend à ce que 25% des importations américaines de pétrole proviennent du continent noir, beaucoup plus que ce que les États-Unis reçoivent de l'Arabie saoudite. Au Tchad, le dernier membre en liste du club des pays africains producteurs de pétrole, les sociétés pétrolières américaines occupent le devant de la scène. Elles ont creusé les puits de pétrole et construit le pipeline qui transporte le brut sur plus de 1000 km jusqu'à la côte atlantique du Cameroun, au terminal de chargement en mer. Mais aujourd'hui, la grande rivale des États-Unis, la Chine, a acquis des droits et négocie avec le gouvernement du Tchad pour avoir accès à la précieuse matière première. Au milieu de ce combat de titans, les espoirs déçus des petits pêcheurs. Pour eux, pas de pétrodollars, juste une interdiction de pêcher dans la baie, comme ils le faisaient avant que le terminal de chargement ne jette l'ancre, bien en sécurité, au large de la côte africaine.